Le numéro d'aujourd'hui est consacré à 2 points essentiels. Les 2 points étant tous liés, parce qu'en définitive, c'est la gouvernance du RHDP qu'il convient de revisiter et de relever les graves lacunes. Ces 2 points sont les atteintes graves, répétitives, contre nos libertés fondamentales, contre l'essence de notre démocratie. Le deuxième point concerne le rajout de notre pays sur la liste grise du groupe de l'action financière GAFI et ses conséquences sur la vie de la nation. Voici les 2 sujets sur lesquels nous allons intervenir. Merci d'être venu. Mais bien avant, il convient de revenir sur un sujet auquel nous tenons vraiment et qui nous tient vraiment à cœur. Il s'agit de la propension qu'a le président de la CEI à vouloir défendre l'indéfendable, parfois même en portant des accusations qui sont fondées sur aucun élément. La dernière fois, recevant la presse, il est revenu encore pour dire que lui, il a reçu une liste du ministère de la Justice, qu'il aurait remis la liste aux journalistes. Mais depuis lors, je demande aux journalistes qui ont reçu ce courrier-là, personne ne semble l'avoir reçu. On me dit que c'est dans les mains du président de l'INGCI, qui est le président de l'organe de la presse. Bon, il n'est pas là, j'attends qu'il vienne pour nous montrer ce courrier-là, où il y a la liste des personnes déchues de leurs droits civiques et politiques. Et sur cette liste figurerait le nom du président Laurent Gbagbo. Chers amis, j'ai ici la décision de justice. Elle est là, la voici. Prononcée, même si ça a été en catimini, mais prononcée, en tout cas nous sommes débrouillés pour avoir une copie, par le juge. Je ne vais pas faire la lecture de toute la décision. Une décision de justice se termine toujours par la décision que le juge prend en matière de condamnation. Et c'est ce que je vais vous lire. Afin que nul n'ignore que de 2 choses l'une, soit le président de la CEI ne dit pas la vérité, soit c'est le gouvernement qui ruse également avec la vérité, notamment le ministre de la Justice, puisque c'est lui qu'il cite comme ayant été la source de la lettre qu'il aurait reçue. On va faire... bon, c'est vrai que j'ai eu la peine à le lire, parce que quand vous lisez, si vous n'êtes pas assez solide, vous risquez d'avoir une crise cardiaque. Tellement les énormités sont inacceptables dans ce truc. Mais avant que j'aille plus loin, je l'aurais oublié, ça m'aurait fait... J'aurais la permission de l'Assemblée demander, parce que nous avons été frappés par un deuil brutal qui nous a secoués. Et je crois que c'est la première manifestation politique que nous faisons. L'un des membres, et non les moindres, de notre parti s'est éteint de façon brutale chez lui à la maison. Il s'agit de l'ambassadeur Jojo. Je voudrais, au moment où nous serons la première fois, nous prenons la parole, après son décès, souhaiter que nous puissions lui observer une minute de silence à sa mémoire. Merci beaucoup. Donc je vais vous lire la dernière page, qui est la décision. Par ces motifs, statuant publiquement par défaut à l'égard de Gbagbo Laurent et Koné Katina Justin, et contradictoirement à l'égard de
Ngbo Ake Gilbert Marie, Dalo Désiré Noël Laurent, T. Beignard, André Marie, Seka Monet Lucien, Keita Yakuba, Oulaye Antoine Crépin, Amou Louessé Edmond, Niplé Seri et Kwadio Brou en matière correctionnelle et en premier ressort. Déclare irrécevable l'exception de nullité des citations des prévenus Gbagbo Laurent et Koné Katina Justin soulevées par Maître Claude Maintenon et Rodrigue Dadier. Déclare Oulaye Ansem Crépin, Amou Loïsé Edmond, Keita Yakuba, Niplé Seri, Thie Beignard, André Marie, Seka Monet Lucien et Kwadio Brou non coupables des faits de complicité de vol en réunion à main armée et avec effraction. Ceux qu'on a cités là, c'était les huissiers que nous avons commis pour travailler, pour nous assister, pour aller faire le point, les huissiers. Et eux là, ils ne sont pas complices. Les déclarent également non complices du fait de destruction volontaire des biens d'autrui. Les renvoie des fins à ses chefs de poursuite. Déclare Koné Katina Justin coupable des faits de vol en réunion à main armée et avec effraction. Chef bandit. Déclare Gbagbo Laurent, Ngbo Ake, Gilbert Marie et Dalo Désiré Noël Laurent coupables des faits de complicité de vol en réunion à main armée et avec effraction. Donc, je suis l'auteur principal et ce sont mes complices. Comme je vous ai dit la dernière fois, pour une fois, je suis heureux d'avoir commandé le président. Réqualifie les faits de destruction volontaire des biens d'autrui. Reproché à Gbagbo Laurent, Koné Katina Justin, Ngbo Ake Gilbert Marie et Dalo Désiré Noël Laurent en fait de complicité de destruction volontaire des biens d'autrui tels que prévus et punis par les articles 27, 29, 30 et 423 du Code pénal. Là, on nous disait que toutes les destructions qu'il y a en Côte d'Ivoire, là, que c'est nous quatre qui avons fait ça. Après, eux-mêmes ont trouvé que c'est trop compliqué. Ils disent on n'a pas fait nous-mêmes, mais on est complices. Donc tout ce qui s'est passé de l'Ouest jusqu'à ici, là, c'est nous quatre là qui avons donné les moyens pour qu'elle soit accomplie. Voilà la décision de la justice de Côte d'Ivoire. Les déclare coupables des faits aussi réqualifiés. Ainsi réqualifiés. Déclare Gbagbo Laurent, Ake Gilbert, Dalo Désiré Laurent et Koné Katina Justin coupables des faits de détournement des deniers publics en répression. Condamne Gbagbo Laurent, Ake Ngbo Ake Gilbert Marie, Dalo Désiré Noël Laurent et Koné Katina à 20 ans d'emprisonnement chacun et à 10 millions d'amende. Décerne un mandat d'arrêt contre Koné Katina Justin, conformément à l'article 456 du Code pénal. Donne acte, écoutez bien, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, de ce qu'elle désiste de sa constitution de parti civil. Elle ne s'est même pas désistée, elle ne l'a jamais fait. Elle ne l'a jamais constituée. Parce que désister, c'est comme je l'ai fait, et puis à la dernière minute, je fais une rétractation. Elle ne l'a jamais fait. Mais ils disent qu'ils font acte de sa désistition. Quelqu'un à qui on a volé et qui dit « Moi, je me considère parti civil ». Reçoit les constitutions des partis civils de l'État de Côte d'Ivoire, la BNI, la Société de transport Sotra, la Caisse nationale de CNCE, qui a dit que c'est les rebelles qui ont volé la banque, qui a dit ouvertement dans sa déposition. Mais le juge n'a pas vu ça. Et la Société ivoirienne de la banque d'Irsib. Il dit cependant la Sotra, la CNCE
et la société Ivan des banques mal fondées. Les débuts de leur demande de paiement de dommages et intérêts. Alors la Sotra, c'était grave. Parce que la Sotra, tous les bouloirs, les cafetières, les chaises qui étaient cassées là-bas, la Sotra dit que c'est Gbagbo Laurent, Koné Katina, Désiré Dallot qui ont cassé là-bas. Donc on n'a qu'à leur payer ça. Voilà. C'est Sotra là-bas. Condamne, dit l'État de Côte d'Ivoire et la BNI, partiellement fondée en leur constitution de parti civil, condamne solidairement Gbagbo Laurent, Ngbo Ake Gilbert, Dallot Désiré Noël Laurent et Koné Katina Justin à payer à l'État de Côte d'Ivoire la somme de 329 milliards de francs CFA. C'est fort, hein? Les condamne en outre à payer à la BNI la somme de 600 millions de francs CFA. Donc ça fait à peu près 400 milliards. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et en susdit et ont signé le président et le greffier. Voilà. Les condamne en outre au remboursement des frais liquidés à 358 150 francs et non compris les frais de timbre, d'enregistrement, de communication postale, de signification du président de jugement auxquels ils sont également condamnés. Ils écrivent même mal le français. Fixe quant à l'amende, au dommage et intérêt au paiement des frais envers l'État, la durée la contrainte par corps au minimum s'il y a lieu d'un délai de mois à compter du jour où la condamnation sera définitive. C'est-à-dire que si on ne paie pas les 629 milliards là, chaque jour qui passe, on augmente quoi. Le tout en application des articles susmentionnés, susvisés, et ceci après, bon, ce sont les articles du Code pénal. Fini. Nulle part, le juge n'a prononcé la déchéance des droits civiques et politiques. Nulle part. Donc, entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice a supposé que les allégations de Cuibert soient vraies, et Cuibert lui-même, il y a quelqu'un qui a un problème avec la vérité. Et ce quelqu'un-là, on va le trouver. On va le trouver. Chers amis, jamais le juge n'a prononcé de déchéance des droits civiques et politiques contre nous. Quand je dis nous, y compris le président Laurent Gbagbo. Donc c'est par simple affabulation qu'une liste sur laquelle son nom figurerait serait venue du ministère. Au demeurant, comme on lui a demandé, à supposer même que cette liste soit vraie, on a demandé à voir quand est-ce qu'elle a été écrite. Parce qu'au terme de l'article 6, on l'a déjà dit, on ne va pas le revenir là-dessus, de l'article 6 de la loi sur du code électoral, c'est clair. L'article 6 dit, chaque année, on renouvelle la liste électorale. On la met à jour. Ça suppose que chaque année, les mesures, les dispositions qui sont prises par la CEI pour requérir les informations auprès des administrations se renouvellent. Donc, ça suppose que le président Laurent Gbagbo, ça fait son inscription, a été radié depuis 2020. Ça suppose qu'en 2020, la Cour a écrit. 2021, la CEI a écrit au ministère, la ministère lui a répondu. 2022, il a écrit, le ministère lui a répondu. 2023, quand le président allait s'inscrire et que le représentant du chef de l'État, Sourou Koné, et je l'ai dit haut et fort ici, a pris sur lui la décision,
en dehors des assises de la commission centrale, de radier, de refuser, même pas radier, de refuser l'inscription du président, ça suppose que lui aussi, on lui avait envoyé ce courrier-là. Donc ça fait 4 lettres. On attend au moins que Cuibert nous donne les 4 listes. Au moins, même s'il ne peut pas les publier parce qu'il y a des noms des autres, qu'il nous envoie à nous. Qu'il nous envoie ça à nous. Chers amis, cette affaire-là, on ne la laissera pas tomber. On ne va pas se cacher derrière un écran de fumée pour jouer avec la vie des Ivoiriens. Parce que la question de l'éligibilité du président Laurent Gbagbo et même de ses droits civiques, c'est une question vitale pour la Côte d'Ivoire. Nous avons dit que c'est un point de rupture pour nous. On ne va pas s'amuser avec ça. C'était la mise au point qu'on voulait faire. Chers amis, pourquoi le PPACI tient tant au respect des libertés politiques, publiques et individuelles et collectives en Côte d'Ivoire? Parce que c'est le fruit de notre lutte. Et nous avons lutté contre ceux qui sont au pouvoir en ces temps-là, qui étaient dans les partis unis. C'est contre eux que nous avons combattu pour arriver à ces résultats. On ne peut pas accepter qu'ils reviennent pour remettre en cause les acquis de cette lutte que nous avons menée. Or, il apparaît de façon constante que le gouvernement, en tout cas le régime RHDP, a une méprise totale vis-à-vis des libertés des Ivoiriens. On ne peut pas se taire là-dessus, chers amis. On ne peut pas se taire là-dessus. C'est fondamental en eux. C'est même consubstantiel à leur gestion. C'est une partie de leur ADN. Voyez-vous, la liste est longue. La liste des violations des libertés est longue. Mais nous allons l'organiser autour de 2 points. D'abord, quels sont les fondements de la position du RHDP vis-à-vis des libertés individuelles? Qu'est-ce qui fonde leur méprise? Avant de vous donner des faits chronologiques qui illustrent ce que nous disons, que le RHDP est profondément antidémocratique et a une haine vis-à-vis des libertés des citoyens. Les fondements, c'est le manque de la légitimité. C'est le manque de la légitimité. Chers amis, nous on le savait déjà. Bourgi l'a rendu pour ceux qui avaient encore des doutes. Nous savions que le RHDP, ce régime-là, n'a jamais eu de légitimité. Quand on n'a pas de légitimité politique, on a recours à 2 choses. La violence comme instrument de gestion et les attaques frontales contre les libertés des citoyens. Ça, c'est l'ADN de tous les régimes qui manquent de légitimité populaire. Parce que quand vous avez une légitimité populaire issue d'une élection propre, on a du respect pour le peuple. Et on a beaucoup d'égards pour la façon dont on les traite. Mais eux, le manque de légitimité agit, détermine le comportement du régime RHDP. Ça, c'est le premier fondement. Et évidemment, quand on n'a pas la légitimité, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à subjuguer tous les pouvoirs de l'État et les soumettre
à son contrôle, les vider de leur pouvoir et se mettre à son contrôle. Et l'arme fastidique de ces régimes-là, dans une république où il y a une séparation de pouvoir, c'est l'ordonnance. On légifère par ordonnance. C'est-à-dire, alors que rien ne justifie, l'Assemblée siège, on légifère par ordonnance. Et depuis qu'ils ont pris goût à cela, la première ordonnance qui a été prise, c'est l'ordonnance 2011-007 du 14 avril 2011. C'est-à-dire, le chef de l'État actuel a pris une ordonnance avant même de devenir président. Il a prêté serment le 21 mai 2011. Mais le 4 avril, le 7 avril, lui, il a déjà pris l'ordonnance. Et cette ordonnance-là, mais pourquoi nous la mettons en rapport avec la violation des droits? Sur cette base-là, des gens qui étaient admis à des concours, qui avaient même les formations, étaient en train de faire les formations, on les a fait revenir, parce que cette ordonnance disait tout simplement qu'ils ne reconnaissent pas les actes qui ont été posés par le président Laurent Gbagbo, qui était alors président de jure et de facto de la République de Côte d'Ivoire. Ils disent qu'eux ne reconnaissent pas ça. Sur cette base-là, des personnes ont perdu des droits acquis, alors que l'ordonnance est illégale. Elle ne respecte aucune condition de forme. Parce qu'il n'y avait pas d'Assemblée nationale ce jour-là pour leur donner une loi d'habilitation. Or, tu ne peux pas prendre une ordonnance qui suppose que tu interviens dans le domaine de la loi, du législatif, sans une loi d'habilitation de l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas d'Assemblée nationale. Donc, sur quelle base le président Ouattara a-t-il pris cette ordonnance? Ordonnance illégale. Et c'est sur cette ordonnance-là que vos juges, là, que comme je viens de lire, là, se sont fondés. Pour déclarer les dépenses régulièrement faites pour le compte de l'État comme étant des détournements d'argent. Une loi. Il n'y a pas de loi d'habilitation. Parce que je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, le président intervient dans le domaine de la loi par ordonnance à la suite d'une habilitation. Et après, on lui donne donc une loi de ratification pour que cette ordonnance rentre dans le domaine donc de la loi. Il n'y en avait pas. Mais ils ont pris cette ordonnance-là. Elle est encore dans l'autre ordonnancement juridique. Et il ne s'arrête pas là. En 2020, il prend l'ordonnance 2020-356 du 20 avril 2020 pour organiser des élections auxquelles lui il intervient. C'est-à-dire que lui s'assoit seul à la maison et il prend les textes, les règles qu'il faut pour déterminer comment ça doit se faire les élections, des élections dans lesquelles lui il intervient. Ça là, c'est même plus le juge est parti. C'est l'omnipotence. Une ordonnance pour déterminer les règles des élections. En 2024, on va prendre quelques-unes. En 2024, en pleine session parlementaire, les députés sont là. Il y a un député qui est là. Il décide de prendre une ordonnance. L'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à la société civile. C'est-à-dire que lui, il décide et il s'assoit, il prend une ordonnance entre eux là-bas, entre copains, à l'exécutif, là-bas, et ils disent, voici désormais comment va fonctionner la société civile. Et vous savez le bruit que cause cette ordonnance. En pleine session des députés. Évidemment, une telle tendance à l'ordonnance n'est possible que parce que, dans la réalité, l'exécutif ivoirien a vidé l'Assemblée nationale de son pouvoir. Puisque
Dans la loi des finances, chaque fois il y a un article qui est écrit quelque part pour l'exécution de son programme économique et social, l'Assemblée nationale, c'est ça? Économique et financier, l'Assemblée nationale habilite le président à prendre des ordonnances. Ça veut dire que quoi? Une ordonnance, une loi d'habilitation est précise, puisqu'elle détermine la matière sur laquelle tu dois intervenir. Mais on ne peut pas te donner une ordonnance clé en main. Ça, c'est au depuis qu'on voit ça. Donc, le président, c'est lui qui détermine qu'est-ce qui rentre dans son programme de gouvernement politique, économique et financier, et peut décider de prendre par ordonnance. Il contourne l'Assemblée nationale. Il contourne l'Assemblée nationale. Même Napoléon n'a pas eu autant de pouvoir. Mais il ne s'arrête pas là. Le chef de l'État ivoirien est le seul, en tout cas l'un des rares chefs au monde, qui est chef de l'exécutif, parce que la Constitution dit qu'il a le pouvoir exclusif, le pouvoir exécutif de façon exclusive, c'est le patron de l'exécutif, mais qui nomme en même temps les membres du Parlement. C'est-à-dire que lui, il est président de l'exécutif et il nomme les membres du Sénat, le tiers du Sénat. Ça ne gêne personne. En tout cas, pas eux. Quand il a fini le Parlement, c'est la justice. Bon, franchement, avec cette décision qu'on vient de lire là, s'il y a une seule personne qui croit qu'il y a une justice indépendante dans ce pays-là, bon, il faudra bien qu'ils viennent nous voir pour nous aider à découvrir ça aussi, parce qu'on a du mal à découvrir. Mais en plus de ça, lorsqu'une décision de justice est prise et que lui n'est pas content, il refuse d'appliquer. Cadre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant deux situations, le président Laurent Gbagbo et le premier ministre Soro Guillaume. On lui dit, une cour de justice à laquelle l'État de Côte d'Ivoire est partie prenante, il faut les inscrire sur la liste électorale. Il dit, je ne le fais pas. D'ailleurs, vous me fatiguez, je vous quitte d'ailleurs. Ça, c'est le comportement du Far West. Je vous quitte d'ailleurs, vous me fatiguez. Et on est d'accord avec ça. On s'assoit. On dit on est dans une république. Alors, vous comprenez pourquoi la CPI a pris ses bagages. Parce qu'elle a compris que depuis qu'elle n'a pas été capable de condamner Laurent Gbagbo, leur amitié avec le gouvernement s'est arrêtée. Tu es chez quelqu'un, tu dis je vais faire enquête, il ne t'écoute même pas. Tu fais quoi? Tu fermes ta porte et t'en vas. Le gouvernement ivoirien refuse de collaborer avec la CPI, il n'y a pas d'autre explication. Il n'avait servi la CPI que pour une seule chose, éliminer un adversaire politique. Comme ça n'a pas marché, bon, on fait quoi? On est fâché avec la CPI, prenez vos bagages, quittez, parce que vous ne pouvez plus travailler pour moi. Ça aussi, c'est le comportement d'un régime qui n'a pas de considération pour la justice. À partir de ça, il y a toute une série de faits que nous avons établis de façon chronologique, certains que vous savez. La condamnation des poursuites judiciaires arbitraires, ça on le sait, le président Laurent Gbagbo, je pense que sa condamnation, c'est pour éviter qu'il soit président de la République. Picasse, le 24 février 2023, qui est vice-président du parti, qui est deuxième vice-président du CSP, il est sous contrôle judiciaire. Quoi, Justin est sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire, les contrôleurs judiciaires, là, si on les enlève chez nous, là, c'est plus comment ils restent, va nous rester. Hein.
Mais, et puis eux, il n'y a pas de petite infraction chez eux. Ça se termine toujours sous terrorisme et attentat à la sécurité de l'État. Voilà. Il ne faut pas aller là-bas. Quand tu arrives là, c'est ça, on sort. Oui, terrorisme ou attentat à la sécurité de l'État. Des gens font manifester, ils portent le drapeau de la Russie, on les arrête. Pour porter le drapeau de la Russie. Pourtant ici, là, dans tous les restaurants, on voit ici, pain doré de Paris, caprice de Paris, quoi délicieux de Paris. Mais ça ne gêne personne. C'est le drapeau que quelques gars, le drapeau russe, là, ça vaut condamnation en Côte d'Ivoire ici. Et on avance. Le 22 août, puis Chéric Balé, qui rentre du Mali, on l'arrête. Pourquoi tu allais faire quoi au Mali? Elle se tape 5 mois de prison. Et puis on l'a fait sortir. Le vendredi 13, des gens qui disent on a faim, la vie est chère. Honnêtement, autant que nous sommes assis ici, là, qui peut douter un seul instant que la vie est chère en Côte d'Ivoire? S'il y a un qui nous lève la main, après vous me voyez, comme ça peut-être votre fortune, on va la partager un peu. Parce que moi-même qui ai pris 329 milliards, là, la vie est chère pour moi. Les gens disent on a faim, on a un problème, et puis c'est un problème mondial. On l'arrête, on les envoie en prison. Trouble à l'ordre public, atteinte à la sécurité de l'État. Condamnation 6 mois. Le 21 août 2024, 2 proches de Soro Guillaume, condamnés à 2 ans de prison ferme. Kandos Mauro et Mamadou Touré. Et ce que vous ne savez pas, le 8 septembre 2024, notre camarade, qui était jusque-là le président de la commission des finances, Assié Yaraba, non? Assié Yaraba. Florent, oui, comme on le connaît plus aussi ce nom. Yarabé, oui. Des personnes te réclamant de la police, avec les cartes de police, sont allés le kidnapper chez lui à la maison. Ils l'ont gardé, ils l'ont persécuté et ils lui ont demandé qu'il n'aura sa vie sauf que s'il leur donne de l'argent. Et la somme qu'il a demandée là, qu'ils ont demandé, personne de nous ici ne peut trouver ça. Extorsion de fonds par des forces de l'ordre. En tout cas, des personnes qui se disent fortes de l'ordre. Aujourd'hui, je vous parle d'autres camarades en exil. Parce qu'il a peur de revenir en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les faits. Ce sont les faits. Mais ils ne s'arrêtent pas là. En plus de ça, ils renforcent les dispositifs répressifs, le dispositif pénal et répressif. Révision de l'article 185. Désormais, dans notre pays, quand on dit que la condamnation de Laurent Gbagbo est illégale, on peut t'arrêter pour ça. On dit que tu fais apologie du crime. C'est une vieille disposition qui existait. L'ancien article 185, c'est-à-dire, disait ceci, l'apologie du crime était définie pour les crimes, les crimes de meurtre, qualifiés de meurtre. Maintenant, là, c'est à toutes les infractions. Le dire, l'écrire, l'afficher, que telle disposition, quelle condamnation n'est pas juste. On appelle ça, dit que c'est illégal et tu dois aller en prison pour ça. L'article 185 niveau du code pénal.
face au danger que représente cet article pour notre pays, le groupe parlementaire PPACI a saisi le Conseil constitutionnel de 2 requêtes. La première, pour demander au Conseil constitutionnel de déclarer anticonstitutionnel la nouvelle écriture de l'article 185, parce qu'elle s'attaque aux libertés qui sont protégées à la fois par la Constitution, mais surtout par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à laquelle fait référence dans son préambule notre Constitution. Le Conseil constitutionnel dit non, non, vous êtes arrivé en retard, votre saisine en retard. Vous êtes arrivé, votre saisine, au moment où la loi a été promulguée. Et vous savez comment ils ont fait leur promulgation? Il y a 2 chambres. L'Assemblée nationale a siégé et c'est parti au Sénat pour 2e lecture au niveau du Sénat. Pour la lecture au niveau du Sénat. Le jour où le Sénat a fini, on ne sait même pas c'est à quelle heure, mais l'heure qui a suivi, ils ont promulgué. Procédure d'urgence. Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent dans ça? Or, il a écrit que lorsque une loi est de nature à porter atteinte aux droits de l'homme, on laisse un bout de temps avant sa promulgation pour voir ceux qui peuvent, y compris ceux qui veulent contester cette loi, puissent la saisir, contester l'anticonstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Mais eux, ils ont fait ça à 11h, à 11h30, ils ont promulgué. Le groupe dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est le décret de promulgation, on va attaquer. Deuxième saisine du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit d'ailleurs, bon, votre saisine là, elle est sans objet, puis la loi est déjà promulguée. Mais c'est de quel charabia ça? C'est quel charabia? C'est parce que tu as mal promulgué la loi qu'on dit qu'il faut l'attaquer. Donc, chers amis, aujourd'hui là, le matin quand tu te lèves, il faut avoir ton matelas dans ta voiture parce que tu ne sais jamais où tu vas terminer ta maison. Tu vas rentrer à la maison ou pas. Dire de quelqu'un que telle décision n'est pas bonne, ça peut t'envoyer au tribunal, devant un juge. Article 185. Je vous ai parlé déjà de l'ordonnance. On ne va pas revenir sur la société civile. Sachez que cette ordonnance, elle a été suscitée en son temps parce que les gens de la société civile était régie par la loi de 1960-315 du 20 septembre 1960 sur les associations. C'était le générique. Et l'Union européenne a financé, ça aussi, c'est l'étranger qui finance ça pour nous, a financé l'élaboration d'une loi spécifique à la société civile. Le gouvernement a associé dans les travaux préparatoires la société civile. Les gens ont fait leurs recommandations. Au moment où ils s'attendaient qu'on leur fasse le retour, alors que l'Assemblée siège un matin, il sort, le 12 juin, il y a une ordonnance qui est prise. Mais alors avec des dispositions incroyables. La société civile ne doit pas avoir de lien avec les partis politiques. Sans définir ce que c'est que le lien. C'est-à-dire que si moi, ma femme, je suis PPACI, ma femme dirige une ONG, franchement, elle a un lien avec moi, sinon ce n'est pas ma femme. Bon, comment on détermine ce lien? On ne sait pas. Et puis, eux, ils décident qu'ils peuvent dissoudre une ONG en conseil des ministres tranquillement. Il n'y a pas meilleure façon que de choisir la société civile à laquelle eux veulent travailler en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Et on s'est rendu compte, parce que quand on allait au dialogue politique, ce qu'on nous a présenté comme société civile, par exemple, l'ACI de Pulcheri, vous ne la verrez jamais là-bas, il ne l'invite pas. L'OIDH, qui est l'une des organisations les plus performantes, on ne l'invite pas. Ils ont leurs camarades, c'est eux qui les invitent. Donc, à partir du moment qu'ils prennent tout le pouvoir pour déterminer qui
a un lien avec les partis politiques, qui n'a pas un lien avec les partis politiques, ne soyez pas surpris qu'ils dissolvent toutes les associations qui ne travaillent pas dans leur sens. Nous sommes, chers amis, dans une logique d'homologation de la pensée en Côte d'Ivoire. Voilà l'expression que je cherchais. C'est l'expression qu'il faut retenir. Le RHDP veut homologuer la pensée et l'opinion politique en Côte d'Ivoire. Mais dans une république, dans une démocratie, on n'homologue pas la pensée. La contradiction est l'essence même de la démocratie. Et nous, on ne peut pas accepter au PPACI. Et la dernière, s'appuyant certainement sur cette ordonnance, ils ont décidé de dissoudre tous les syndicats en milieu universitaire. Oui, c'est vrai qu'il y a des meurtres qui sont commis par des étudiants et c'est inacceptable. Le PPACI a condamné ça et a même demandé que les enquêtes soient menées pour que les responsables soient situés. Une déclaration a été faite. Mais la responsabilité pénale, elle est personnelle en Côte d'Ivoire. On n'emprunte pas la responsabilité pénale en Côte d'Ivoire. Si vous avez identifié ceux qui ont commis les meurtres, on les sanctionne. Mais pourquoi vouloir élargir ces sanctions-là à toutes les associations? À supposer même que ce fut la CECI, qui effectivement ces temps-ci, on observe certaines dérives à leur niveau. On le sait et nous le condamnons ça. Mais les autres associations, elles ont quoi avec ça? On supprime tout. On dit bon, on suspend tout. On va même jusqu'à casser la maison de la FECI, maison dans laquelle le ministre même de l'éducation aurait contribué même à la construction. Et on vide le campus de milliers d'étudiants sous le prétexte qu'ils étaient illégalement logés. S'il vous plaît, depuis 2019, il n'y a pas eu d'admission officielle d'étudiants dans les campus. Donc, depuis 2019, le gouvernement ivoirien ne sait pas qu'il n'y a pas d'admission. On vide les personnes. On dit non, qu'elle a fait ici sous-louer les maisons à des prix exorbitants des étudiants. Et vous êtes sûr que cela pourrait se faire dans l'ignorance de l'administration chargée de la gestion des campus? Ici, là, c'est ça la complicité née. On chasse les gens. Au PPAC, tout en condamnant tous les actes de violence, l'université ne peut pas être le théâtre de la violence. C'est l'espoir de notre nation. Mais nous suspectons le gouvernement de vouloir vider l'université, l'espace universitaire, de toutes les opinions qui lui sont contraires et de se forger sa propre opinion là-dessus. Processus d'homologation de la pensée jusqu'à l'université. On ne peut pas accepter tout ça. Il y a plein de cas. On s'en va au dialogue politique. On admet sur la base des accords tripartistes que ceux qui viennent d'exil, les fonctionnaires et autres, ils doivent reprendre leur boulot. Ici, je voudrais vraiment saluer. Parfois, à un moment donné, c'est vrai, c'est nos adversaires, mais quand l'un parmi eux fait un bon travail, il faut le lui dire. Il faut le dire. Ça donne du crédit à notre travail, à nos sens. Je voudrais saluer la ministre Anne Oloto. Elle a fait son travail. Parce que c'était les prescriptions des choses. Elle nous a demandé, effectivement, tous ceux qui avaient désiré de prendre leur repris, nous avons travaillé, ils ont repris. Même ceux qui sont venus derrière, quand on a essayé, ils ont repris. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris soin de vider de sa compétence les fonctionnaires de la police. Donc les fonctionnaires de la police, alors que la mesure les concernait également, ne sont pas concernés par ça. Ici, j'interpelle le ministre général Bagondo.
C'est lui, il était copilote de dialogue. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une mendicité. Lorsque vous êtes en exil et qu'à un moment donné, votre pays d'origine estime que les conditions de votre retour sont réunies et demande auprès du pays d'accueil et du HCR votre retour, on signe un accord qu'on appelle l'accord tripartite, dans lequel les trois parties s'engagent, prennent des dispositions pour recevoir et pour disposer de l'avenir des réfugiés quand ils rentrent. La Côte d'Ivoire a signé cet accord tripartite. Et c'est dans cet accord tripartite que la question de la réintégration et un certain nombre de conditions ont été prévues. C'est ce que nous avons demandé qu'on applique. Comment peut-on l'appliquer pour une partie des fonctionnaires et l'appliquer pour les autres? Mon général, il faut que vous allez-y peut-être prendre voir autour de votre collègue de la fonction publique comment il a les gérer, parce qu'il y a des fonctionnaires de la police qui sont partis en exil parce que traqués, qui sont revenus, qui aimeraient pouvoir trouver leur boulot. Ça fait partie de vos engagements dans le cadre des accords tripartistes. Chers amis, je voulais dire ceci. Un jour, un professeur est rentré dans une classe, professeur de droit, et il voulait enseigner la notion de justice à ses étudiants. Il n'y a pas meilleure façon d'enseigner une notion que par l'empirisme, c'est-à-dire la pratique. Dès qu'il rentre, il voit une jeune fille qui la première fois, le premier cours, il dit, vous, qu'est-ce que vous faites de ma salle? Quittez tout de suite ma salle de classe. La pauvre dame me dit, mais on ne se connaît pas. Il dit, je ne veux rien entendre, quittez. Évidemment, tout le monde est choqué. Et puis, la fille prend ses bagages et s'en va. Personne ne réagit dans la salle. Ils sont choqués, ils ne réagissent pas. Quand il sort, le professeur pose la question aux étudiants. Vous êtes vraiment fait des études de droit ici? Il dit oui. Il dit, mais c'est quoi la justice? Il se regarde. Il dit, mais est-ce que ce que j'ai fait est juste? Ils disent non. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi vous n'avez pas réagi? L'injustice prospère là où le peuple, où les hommes démissionnent. Le PPAC ne veut pas démissionner. Les droits fondamentaux sont les fruits de notre lutte. Mais vraiment dans la sueur, dans les prisons, y compris même des gens qui ont fait leur vie. D'ailleurs, même pour se moquer de nous, les FPI là avant, ils les appelaient Forum des prisonniers internationaux. FPI là, comme ça ils nous appelaient. Forum des prisonniers internationaux. Eux-mêmes nous appelaient comme ça. Et on a accepté tout ça. Pour cette cause-là. On ne va pas la laisser tomber. Chers amis, chers Ivoiriens, il est important que nous fassions de la protection de nos droits notre responsabilité collective. Le PPACI joue son rôle et il va continuer de jouer son rôle. Mais ça doit être l'affaire de tous. Le RHDP ne peut pas continuer de gérer le pays selon ses humeurs. Vous avez écouté la vidéo du ministre de la Construction parlant de blocos? Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Cherchez cette vidéo. Où il dit tout simplement que les villages de Hatchan ne rentrent pas dans le temps d'urbanisme d'Abidjan, qu'ils sont dans les villages, et puis ils produisent, ouais, blocos. Ils sont là, mais ce village, ils vivent comme au village. Mais c'est leur village. À Kouto, là, on vit comme au village à Kouto. Chez nous, là, on vit comme au village. C'est leur village. Vous ne pouvez pas dire, comme ils ne rentrent pas, vous voulez les chasser. Comme ils l'ont fait à Djamé village, quasi la nuit. Vous dites que vous luttez contre des associations criminogènes, si vous voulez, criminelles. Et pourtant, vous les utilisez
certaines de ces associations, quand elles servent votre cause, pour les raisons que nous savons tous, les bacs à verre, je ne suis pas sûr qu'on a retrouvé qui était à l'intérieur de ces bacs à verre en 2020. Tout dernièrement, de Guerpissant, les parents de Dadjamé, on a vu qu'il y avait une milice privée qui était là, il y avait des personnes qui étaient là, qui jouaient le rôle de police, alors qu'ils n'étaient pas des policiers. Chers amis, le PPACU appelle à une prise de conscience. Les libertés individuelles, nous devons les protéger de façon collective. Nous jouons notre rôle en tant que parti politique, en tant que promoteur, en tant que géniteur de ces libertés-là. La protection de ces libertés. Mais nous avons besoin que vous nous accompagniez. Que ça devienne l'affaire de tous. Cela est important. Deuxième point, rapidement, c'est la question de l'inscription du PPACU. Pardon. La Côte d'Ivoire sur la liste grise du groupe d'action financière. Chers amis, il semble que le diable se trouve dans le détail, mais la vérité se trouve dans les détails. Pour ceux qui ne savent pas, le GAFI a été créé en 1989 pour essayer de lutter contre l'argent du crime, notamment le terrorisme, et la corruption, le blanchiment de l'argent sale. Et il fonctionne par alerte. Le 25 octobre dernier, c'est-à-dire il y a quoi, 3 ou 4 jours, ils ont mis la Côte d'Ivoire sur la liste grise. Quand tu mets sur la liste grise, c'est que tu es en route pour la route noire. Parce que tu as quitté la liste blanche, si tu arrives au gris, c'est que tu es en route pour la liste noire. Et quand on te met sur cette liste, ça veut dire que le pays présente des insuffisances institutionnelles, juridictionnelles, en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent et du terrorisme. On est surpris. Nous, tous les jours, on nous condamne ici pour terrorisme et on dit que ce n'est pas suffisant. Mais c'est vrai que ce n'est pas une sanction, mais c'est une alerte pour dire que notre pays, la gouvernance financière de notre pays n'est pas propre. N'est pas propre. Et que il y a des risques évidents que dans notre économie, interviennent des flux financiers issus du crime, de la corruption et du terrorisme. Donc, notre pays a rejoint les pays où il y a des problèmes en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l'argent. La conséquence de cette décision, c'est que le gouvernement doit prendre des mesures draconiennes et rigoureuses s'il veut quitter cette liste noire, cette liste grise. Le Sénégal y était, le Sénégal est sorti. Donc on peut sortir. Mais à quel prix? Ça se peut que nous devons faire des réformes énormes. Et c'est là où ça devient difficile pour nos entreprises, pour les opérateurs économiques, pour notre économie. Ça suppose que désormais, tous les flux financiers, les transferts de fonds entre les capitaux entre les entreprises vont être soumis à des contrôles stricts. Ça risque de complexifier davantage les opérations commerciales entre les entreprises. Pourquoi? À cause d'une négligence,
à cause de l'incapacité de ce gouvernement de se débarrasser de la corruption. En fait, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Mais nous, on ne va pas être surpris, parce que quand on regarde comment se présente l'économie ivoirienne, on ne peut pas être surpris. Voici une économie qu'on vante tous les jours et qui ploie sous le poids de la corruption. Ce document vient confirmer, cette liste grise vient confirmer cela. La corruption endémique. Parce que l'argent de la corruption, mais à supposer que j'ai 400 milliards comme on les prête, il faut bien que je les place quelque part. Donc, je ne peux aller que solliciter les réseaux clandestins, les réseaux de flux financiers parallèles. Là où il y a la corruption, il y a toujours les réseaux financiers clandestins. Première cause. Deuxième cause, l'économie de la drogue. Parce que la drogue, là, j'ai écouté le procès d'un des barons de la drogue qui a été arrêté et qui a dit, il dit avant, pour faire passer 1 kg de drogue en Côte d'Ivoire, il fallait payer 10 millions de francs CFA. Corrompre 10 millions par kilogramme. Mais tous les régions de RADP, ils ont diminué le prix. C'est tombé à 5 millions. Donc la Côte d'Ivoire est devenue le carrefour, le passage. Et il leur a dit, tant que vous allez rester dans ça, là, vous allez nous voir en prison, mais ça va continuer. Mais quand il y a l'argent de la drogue, forcément, elle se fait dans les circuits parallèles. Donc, l'économie de la drogue est présente en Côte d'Ivoire. La conséquence, c'est qu'il y a des réseaux parallèles, l'argent du crime. L'accueil sur son territoire d'anciens barons des régimes de la sous-région qui sont tombés et qui ont envoyé leur butin ici. Qui ont envoyé leur butin ici. Et qui investissent partout, dans l'immobilier, partout. Qui ont pris l'argent à leur peuple, qui ont fui, qui sont venus ici et qui sont protégés ici. Mais vous pensez qu'ils vont mettre cet argent où? Dans les circuits bancaires officiels? Non. Ils vont alimenter les réseaux parallèles. Troisième cause. Les activités d'orpaillage clandestin. Le président Bédia a dit ça ici, on a prononcé la fatua contre lui. Mais la réalité est là. Toute cette économie souterraine, l'or clandestin, ça va où? Il faut que ça puisse circuler dans les réseaux parallèles. Mais tout cela est facilité par l'élitisme du système bancaire. Mais vous avez 26% de taux de bancarisation. Les autres, là, ils font quoi? Ils font leur business avec comment? À votre avis? Les pays qui luttent contre ces systèmes, ces crimes, font tout pour que leur système bancaire soit capable d'organiser les circuits financiers. Mais s'il y a 26% seulement, les autres font comment? Faiblesse du système bancaire, conséquence, circuit financier parallèle. Le secteur informel. Le dernier rapport de la Banque mondiale est clair sur la question du FMI. Tout à l'heure, on va terminer par là. Le poids écrasant du secteur informel favorise les réseaux parallèles aussi. Mais ça aussi, parce que les banques ne jouent pas leur rôle. Les liens ostentatoires qu'entretiennent certains opérateurs économiques avec des organisations que l'Occident qualifie de terroristes. Sur ce point, dans sa livraison du 5 octobre dernier, le journal Le Monde a clairement dit que la Côte d'Ivoire était devenue le théâtre privilégié du blanchiment de l'argent du Hezbollah.
Ils ont clairement dit. Alors, sur ce point, on s'interroge. Est-ce que c'était pour annoncer déjà, parce que le journal Le Monde, ils ont des oreilles partout, c'est que cette nouvelle liste préparait l'opinion. Est-ce que l'inscription finalement du nom de la Côte d'Ivoire n'est pas une autre forme de bataille menée contre le Hezbollah lui-même pour l'affaiblir définitivement après ce qui se passe là-bas? Puisqu'on sait comment ils sont leur présence ici en Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement est obligé, s'il veut sortir cette liste-là, d'avoir les yeux ouverts sur ça. Donc, conséquence politique très importante de cette décision. Et enfin, le type d'économie que nous avons. L'économie blim-blim. L'économie blim-blim favorise les réseaux parallèles. Et je vous explique. L'économie, la Côte d'Ivoire a décidé de faire une économie blim-blim pour répondre à sa logique d'économie de consommation. Oui, on peut relancer une économie par la consommation, ça fait partie des instruments pour booster une économie. Mais la consommation, elle est portée alors par un système bancaire qui favorise le crédit à la consommation. Ici, le système bancaire est étriqué. Et les gens, on les attire à la consommation. Je vous ai cité le nombre de... Quand je quittais ma maison, avant de quitter ma maison, il y a au moins 5 pâtisseries qui ont tous des noms français. La conséquence, étant attiré par la consommation, n'ayant pas les moyens de faire la consommation, alors qu'est-ce que nos compatriotes font? Ils vont dans les réseaux parallèles. D'où le wubisme. Non, je vous l'ai dit, qui n'est pas toujours une déviation de genre, d'une orientation sexuelle. Ici, et c'est là où notre position est claire là-dessus, ici, c'est l'expression, c'est une forme de prostitution masculine. Bon, enfin, comme ils sont des deux, bon, on va dire masculine. D'où la pédophilie. Les bisis, c'est ça non? C'est bis, non? C'est ça non? Bis ou bis? Il y a les woubi, il y a les bisis dans ce pays-là. Tout est ici. Et qui favorise la pédophilie. Vous trouvez des petites filles, nos enfants 15, 14 ans, qui portent des iPhone 16. Ils coûtent 1 200 000 francs CFA. La fortune mensuelle de son papa, ça même parfois par an, ça n'arrive pas. Mais où ils trouvent ça? Le réseau parallèle. Chers amis, quand nous lui disons que nous sommes sur une pente raide, que le RHDP nous envoie sur une pente raide, nous ne sommes pas des anti-RHDP endoctrinés. Nous ne sommes pas des névrosés de l'anti-RHDP. Mais nous regardons les faits. Et généralement, les faits viennent nous donner toujours raison. La gouvernance économique du RHDP est mauvaise. Et les temps qui s'annoncent vont être plus durs. Parce qu'ils viennent de conclure encore un accord avec le FMI, l'accord qu'ils avaient conclu, qui vient de leur décaisser 485 milliards, à peu près 400 milliards, oui, 875 millions de dollars, oui, 400 milliards. Pour équilibrer les budgets. Pour équilibrer les budgets. C'est-à-dire les charges de fonctionnement normal de l'État. Pour équilibrer les budgets. Mais comme ce n'est pas des enfants de cœur,
Ce paiement, ce décaissement est assorti de conditionnalités très fortes. Dans le communiqué qui a été produit, ils ont été très malins, ils disent « Nous sommes tombés d'accord avec le gouvernement, ça c'est le FMI qui le dit, pour qu'il prenne des mesures additionnelles, sans dire quelles sont ces mesures additionnelles. » Chers amis, l'expression « tout trouver » est celle que nous retombons sur un ajustement structurel. L'Assemblée nationale, nos députés organisent un séminaire sur l'année fiscale. Nous avons l'honneur de nous inviter. On va aller pour leur dire, dans l'année fiscale, la preuve qu'effectivement, on va baver encore. Comme je vous ai dit, pendant les périodes grasses, ils ont acheté des peignes pour distribuer aux chauves. Ils ont acheté des miroirs pour donner aux aveugles. Et des Winston pour donner aux estropiés. La période sèche arrive. Ils se rendent compte qu'on s'était trompé totalement de priorité. Un aveugle a besoin d'une canne. Un chauve a besoin d'un chapeau, pas de peigne. Quand on gère un pays, on tient compte de ces priorités-là. Le crépuscule du régime RHDP risque de constituer une nuit sombre, noire, très précipitée. Heureusement que le PPACI offre une solution alternative. C'est pourquoi nous ne jouons pas avec la question de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que nous avons le devoir d'offrir une alternative à la Côte d'Ivoire. Nous avons l'homme qu'il faut, nous avons les hommes qu'il faut, et nous sommes en train d'élaborer le programme qu'il faut. Ni tissé, il est bon. Vous savez qu'on ne prend pas le malinqué. Quand il ne peut plus, il faut partir. Et nous allons les aider à partir en 2025. Je vous remercie. Notre ami Zago, est-ce que dire que c'est une question vitale chez nous, c'est pas... Je ne suis pas en train de m'exposer à l'interprétation... Vous m'entendez maintenant? À l'interprétation élastique. Mais j'ai dit que quelque chose est vital pour moi. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas, ça va m'entraîner la mort. Mais en quoi ça dérange quelqu'un? Je dis, je répète, c'est une question vitale. Et il n'y a même pas à cacher ça. Je vais même être autrement. C'est une question de rupture pour nous. C'est simple que ça. Bon, chacun peut interpréter comme il veut. Mais je dis que la question, c'est une question de rupture pour nous. Pourquoi nous le disons? C'est nous, les militants de PPACI, qui avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être candidat. Et puis, on ne peut pas accepter que l'injustice devienne la règle ici. Oui, nous le proclamons, nous le disons. Et nous entendons obtenir la réparation de cette injustice. Donc ça, vraiment, excusez-nous, mais ce n'est pas du tout... je ne sais pas encore qui ça dérange dans cette affaire. En tout cas, pour nous, c'est un point de rupture. Et nous l'assumons. Bon, ça, il faut poser la question au RHDP, le programme d'ajustement structurel. Parce que c'est le Premier ministre qui était en son temps là, c'est lui qui est chef de l'État ici. S'il avait réussi sa mission, je n'étais pas aujourd'hui en train de faire ce qui se passe ici. S'il avait réussi, quand il était venu pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails, Premier ministre, s'il avait réussi, il ne serait pas en train de faire encore des réformes ici. Et donc, nous ne croyons pas du tout que la Côte d'Ivoire a besoin d'ajustements structurels. Parce que le mot même ajustement structurel, c'est-à-dire qu'il y a un minimum qui existe et qu'il faut l'accumuler. Or, la Côte d'Ivoire est à renaître.
Et c'est pourquoi le programme du gouvernement du PPAC s'appelle la renaissance de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas ajustement. Au stade où nous en sommes là, il ne faut pas ajuster, il faut renaître. Alors, M. Suleiman, de RTI, c'est ça? Quel est le lien, le rapport entre la décision que je lis et puis les allégations? Non, alors, dans une intervention à l'Assemblée nationale, le président Cuibert, président de la CEI, a dit ceci, que selon l'article 3 du Code électoral, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être inscrit parce qu'il est déchu de ses droits physiques, civiques et politiques. Voilà ce qu'il a dit, en visant l'article 3 du Code électoral. Or, nous lui disons qu'il n'y a jamais eu de prononcé de déchéance des droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Et que ces déchéances-là, ce sont des sanctions, qu'on appelle ça les peines complémentaires. Elles ne se déduisent pas de toutes les condamnations, parce que ce n'est pas toutes les condamnations qui donnent lieu à ça. Quand elles ont lieu, elles font l'objet d'un énoncé clair dans la décision rendue par le juge, qui en profite, qui détermine en même temps l'ampleur de cette peine et le délai. On peut vous dire, par exemple, en ce qui concerne les deux personnalités de GPS qui ont été sanctionnées, qui ont été condamnées, le juge a pris soin de dire qu'ils sont privés de leurs droits civiques et politiques sur 5 ans. Je viens de vous lire la décision qui est sortie. Vous avez bien vu qu'il n'y a aucune disposition du juge sur cette question. C'est pourquoi nous disons que si Cuibert dit qu'il a reçu une lettre effectivement du ministère de la Justice dans laquelle figurait une liste, qui porterait une liste dans laquelle figurerait le nom du président, de deux choses l'une, soit il n'a pas bien lu la liste, ou alors le juge, du moins le ministère de la Justice, s'est totalement trompé parce que la décision, elle est là, elle est dans le domaine public. Voilà un peu ce que je voulais dire. Comment chaque Ivoirien, ça c'est notre ami Inter, devait jouer son rôle sur les droits pour protéger les droits de l'homme. Tout à l'heure, je vous ai donné l'image du professeur qui a donné son cours de droit. Nous sommes un parti politique. Nous n'allons pas assister les yeux fermés. À un moment donné, certainement, que des mots d'ordre vont être lancés dans ce sens par notre parti politique. Mais nous jouons notre rôle en tant que parti politique. Mais nous disons que la situation est tellement grave que c'est de façon collégiale et collective que les Ivoiriens doivent protéger leurs droits. L'injustice ne prospère que dans l'abandon et la résignation. Voilà ce que nous avons dit. Comment se fait l'inscription du nom du président sur la liste électorale? Chers amis, je vais le dire et je le répète. Notre candidat là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il sera candidat en 2025 et il va gagner les élections en 2025. Pour nous là, il y a des choses, c'est-à-dire, bon, c'est quand ils me disent comment je vais manger. C'est tellement évident. Bon. Nous n'avons aucun problème avec ça. Parce que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés
Et ce que nous vous disons à chaque fois que nous rencontrons, que ce soit les chancelleries, nous leur disons, il y a un temps pour parler et nous parlons. Il y a un temps pour nous écouter, nous espérons qu'on nous écoute. Parce que dans tous les cas, nous allons arriver à notre résultat. Voilà ça, ce que je veux répondre sur la question. Nous allons reprendre le rythme normal de notre... C'est vrai que nous sommes occupés. Ça bouleverse un peu notre programme de prononcer de nos tribunes. Mais nous avons fait cet exercice aujourd'hui de façon exceptionnelle. Mais les responsables du parti sont là. De façon évidente, nous allons reprendre le rythme normal de nos jeudis, chaque 2 jeudis, pour vous convoquer. Et peut-être même, si la station l'exige, on pourrait même faire des sections extraordinaires. Nous faisons ces exercices parce que nous voulons nous faire entendre. Il faut mieux vaut discuter. Vous savez, et c'est par là que je voudrais terminer, les Allemands ont une expression que les Français ont écrite qu'on appelle les Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps. Quand nous parlons, le RHDP doit comprendre que nous parlons aussi à sa faveur, autant que nous parlons, qu'ils aient l'impression qu'on parle contre eux, mais aussi on parle en leur faveur. Parce que nous faisons la politique. Nous faisons la politique. Si nous, les hommes politiques, ne sommes pas capables de nous entendre sur l'essentiel, un jour nous allons nous réveiller dans ce pays et les gens vont nous imposer des solutions qui sont certainement la pire des formes de solutions qu'il nous faut. Et le peuple qui aura perdu confiance à toute la classe politique va sortir pour applaudir des solutions qui n'en sont pas réellement une. Et c'est ce jour-là que on aura nos yeux pour pleurer en tant qu'homme politique, parce que ces solutions n'épargneront ni le PPACI, ni le RHDP, ni personne. C'est pourquoi en politique, il faut toujours savoir mettre la limite sur les contradictions. Là où il n'y a pas de limite sur la contradiction, les solutions malhonnêtes, les solutions dangereuses naissent dans l'esprit des gens. Parlons-nous, écoutons-nous. C'est dans l'intérêt de nous tous. Parce qu'il y a des points de contradiction qui sont énormes, mais nous avons le devoir de trouver la solution. C'est ça aussi la politique. C'est ça aussi la politique. Être capable de trouver les solutions là où les gens pensent qu'on ne peut pas y arriver. Le RHDP au pouvoir, là-bas, est dans son camp. Mais nous disons qu'en ce qui concerne la liberté, la protection de nos libertés individuelles, nous entendons ne pas les laisser nous les ravir, parce que c'est le fondement de notre lutte politique. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit, les libertés, dans son interview avec Foka, et il y a une vidéo qui circule, qui était une réunion qu'il a faite où il a dit « Quiconque se lève contre les libertés est notre adversaire ». Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.